Après la COP21 en 2015 à Paris en France, la planète se retrouve cette année à Marrakech au Maroc pour parler climat. Mais avant d'y être, les journalistes togolais s'approprient les conclusions du sommet de Paris pour une meilleure vulgarisation. Pour briser le tabou que représente la sexualité et aider les parents dans l'éducation des adolescents, il a été élaboré un outil facile d'accès, une bande dessinée. Elle permet aux jeunes de découvrir les réalités auxquelles ils devront faire face en débutant une vie sexuelle. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis la campagne électorale se poursuit au Gabon pour la présidentielle du 27 août prochain. Et Jean Ping, l'un des candidats, mise sur un important électorat, la jeunesse. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le Togo a une population essentiellement jeune. Mais cette jeunesse n'a pas accès à l'éducation sexuelle et reproductive. Pour mieux informer les jeunes sur les responsabilités qu'exige la pratique sexuelle, le projet Agir PF de l'USAID et plusieurs de ses partenaires comme l'ATBEF et le mouvement d'action des jeunes ont élaboré une bande dessinée intitulée Asibi et Salifou. La première fois, ce magazine a été officiellement lancé cet après-midi à Lomé. Son contenu avec Dodo Hari et Carmen Madji à Capo. Asibi et Salifou, la première fois. Un outil d'éducation et d'information sexuelle conçu par la jeunesse togolaise pour éveiller la conscience des jeunes sur les responsabilités qu'exige la pratique sexuelle. Asibi et Salifou, c'est un magazine sous forme de bande à dessiner qui retrace la vie amoureuse de deux jeunes collégiens togolais après leur premier rapport sexuel. Cette bande dessinée de 27 pages est destinée aux jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans. Asibi, c'est une fille studieuse qui veut aller loin dans ses études, mais Salifou, lui, est mis sous la pression par ses amis de coucher avec Asibi. Donc, à la fin, il finit par obliger Asibi à coucher avec lui. Et cet acte amène plusieurs conséquences qui sont décrites dans la bande dessinée. L'initiative vient du projet Agir pour la planification familiale en collaboration avec l'ATBF. Le but est d'améliorer l'accès et l'utilisation des services de santé sexuelle. Nous avons fait une étude de base auprès des centres de prestations de santé à Lomé, Sokodé et Kara. Et nous nous sommes rendus compte que moins de 1% des formations sanitaires offrent actuellement des services adaptés pour les jeunes. Il y a très peu d'informations disponibles pour les jeunes sur leur santé sexuelle et reproductive. Il était donc pour nous important de pouvoir adresser ces deux problèmes, les services et l'information. Nous avons pensé au développement de cette bande dessinée que nous avons faite avec des jeunes pour être sûr que nous répondions réellement aux besoins exprimés par les jeunes eux-mêmes. Le projet Agir PF a été lancé en 2013 et est soutenu par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Glimour, cette bande dessinée contribuera à éclairer les jeunes sur la santé de la reproduction. En effet, le Togo a une population très jeune et 60% de cette population a moins de 25 ans. Il est donc important d'éveiller la conscience de ces jeunes sur les responsabilités qu'exige la pratique sexuelle. Cette éducation de la jeunesse est importante car elle est de nature à réduire considérablement les risques liés aux grossesses précoces, particulièrement en milieu scolaire, ainsi que les risques de contamination par les maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida. Cette bande dessinée sera gratuitement distribuée.
15 000 exemplaires sur toute l'étendue du territoire en attendant la parution des 2 autres volumes. Elle sera également distribuée dans les autres pays que couvre le projet Agir PF, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. La sexualité, voilà un sujet qui dérange toujours et qui revient timidement dans les discussions entre parents et enfants. Et pourtant, ce manque de communication nuit dangereusement à la vie sexuelle des jeunes. Mais pour bon nombre de parents, la graine d'interrogation est: à quel âge doit-on parler sexualité avec les enfants ou les jeunes? Charlotte Moussimet a posé la même question à certains acteurs en charge de l'éducation des jeunes. La réponse dans le dossier de cette édition. Je ne parle pas de la sexualité avec mes parents. Je n'aborde pas de sujet de sexualité avec mes parents. C'est un sujet qui semble demeurer toujours un tabou dans bon nombre de foyers, la sexualité. Quand bien même les enfants auraient souhaité que le sujet soit abordé avec les parents. Je souhaiterais qu'ils me disent d'attendre d'avoir mon diplôme de licence avant d'avoir des choses de copinage. Je souhaiterais qu'ils abordent le sujet avec moi. Pour quelles raisons faut-il donc aborder le sujet de sexualité avec les enfants? Ça permet d'éviter à l'enfant des surprises du genre grossesse précoce, du genre grossesse indésirée, qui concourent à l'arrêt des études pour ceux qui vont à l'école ou carrément à l'arrêt de l'apprentissage pour ceux qui sont à l'apprentissage. Fort heureusement, certains enfants ont la chance de maîtriser quelques grands axes du sujet grâce à leurs parents. Ils me disent que la sexualité est une chose qui n'est pas bonne pour une jeune fille qui ne s'est pas encore mariée. Si une jeune fille s'expose dans cette situation, elle peut avoir des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida. Ma maman me parle souvent de la vie en général. Elle me dit comment les hommes d'aujourd'hui sont de pratiquer l'abstinence pour mes premières règles. Elle me dit comment je dois me protéger pour ne pas me tacher en public, comment compter mes jours et surtout pratiquer l'abstinence jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais moi-même, je préfère jusqu'au jour de mon mariage. Selon une enquête, sur 100 filles de 15 à 19 ans, environ 17 ont déjà donné naissance ou porté une grossesse, ce qui pourrait être évité si des parents jouaient pleinement leur rôle en éduquant sexuellement les enfants. À partir du moment où les parents se rendent compte que leur enfant, disons, commence par développer ces signes, il faut justement intensifier la communication en termes de sexualité. Faire en sorte que, d'accord, que les enfants ne soient pas éduqués par la rue en la matière. Les enfants aujourd'hui sont à l'école, entre camarades, ils en parlent, et ce qui fait que, alors que vous le voyez ou pas, l'enfant, disons, à connaissance du phénomène, ils n'ont pas toujours les vraies informations, ils vont à la dérive. Et il arrive ce qu'on ne leur souhaite pas. Pour gagner ce pari d'éducation sexuelle, les enseignants sont aussi mis à contribution. Les leaders communautaires jouent eux aussi leur partition. Les pays de la CEDEAO unissent leurs forces pour faciliter le transport des marchandises inter-États, et ceci grâce au TEC, tarif extérieur, comme un outil que certains pays tardent toujours à utiliser, même après la date butoir de juin 2015. Pourquoi et quels sont les avantages d'un tel outil? Les réponses avec Prudence Zissou. Pour être en phase avec le principe des accords de partenariat économique, la CEDEAO se devait d'harmoniser les politiques douanières en vogue sur son espace, ce qui s'est traduit par la mise en place du tarif extérieur commun TEC-CEDEAO, un nouvel outil d'intégration économique qui permet d'appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l'espace communautaire. Disposition assortie de multiples avantages au profit des 15 États membres de la CEDEAO, dont le Togo. Désormais, il n'y aura pas la possibilité
d'observer des détournements de trafic d'un pays à l'autre, puisque rigoureusement, les États membres vont appliquer les mêmes droits de porte vis-à-vis des marchandises étrangères. Donc cela participe à l'intégration, puisque entre eux, les États membres de la CEDEAO, donc qui ont adopté le TEC, ont supprimé les droits de douane sur les marchandises d'origine communautaire et érigent les mêmes taxes et droits sur les marchandises étrangères. Ça donne aussi lieu à des naissances des économies d'échelle et ça leur favorise la complémentarité industrielle, économique et commerciale. Le texte CEDEAO vient ainsi corriger les insuffisances de celui de l'UEMOA. Deux importantes innovations y figurent, notamment la création de la 5e bande tarifaire avec un taux de 35% applicable sur des produits spécifiques dans l'espace. Le TEC UEMOA était fondé sur la version 2007 qui a connu des amendements et on a obtenu la version 2012 duquel maintenant est issu le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Dans le tarif de l'UEMOA, on a 4 bandes. Une première catégorie de quotité à 0%, une deuxième catégorie à 5%, une troisième à 10% et une quatrième à 20%. Et la deuxième grande innovation du tarif extérieur commun de la CEDEAO, c'est la 5e bande qui est à 35% et qui concerne 130 marchandises. Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2015, des avancées ont été enregistrées quant à sa mise en œuvre, mais il y a également des difficultés constatées au niveau de la chaîne des acteurs. Les opérateurs économiques, eux, ils cherchent leur gain. Donc, il y a quand même une certaine réticence en ce qui concerne cette 5e bande et que les gens cherchent un peu à le contourner, mais nous croyons quand même qu'avec le temps, les gens vont s'aligner sur cette 5e bande qui, en fait, s'applique aux marchandises et dont le secteur doit être protégé au niveau du Togo. Tous les États sont tenus d'appliquer les engagements auxquels ils ont souscrit pour le compte de l'intégration économique. D'où l'importance des sensibilisations pour susciter l'adhésion de tous les acteurs économiques au processus en vue d'en assurer la réussite. Je vous le disais également en titre, l'année 2015 passée a été marquée par le sommet international sur le climat à Paris, en France. La COP21 s'est achevée sur des résolutions prises par les pays du monde, dont le Togo, à réduire les actions néfastes de l'homme sur l'environnement. Aujourd'hui, il est question pour les journalistes togolais de s'imprégner des notions de réduction des risques de catastrophe de l'accord sur les ODD, Objectifs de développement durable, en ce qui concerne le climat, avant la prochaine COP22 à Marrakech, au Maroc, cette année. Le compte-rendu de cette rencontre avec Serge Tastom et Albertine Yakin. Pour la mise en œuvre du projet Média recommandé par la conférence des parties COP22, cet atelier a regroupé les acteurs des médias publics et privés dans l'optique de parvenir aux solutions adéquates pour une gestion rationnelle des ressources naturelles disponibles. Initiée par l'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement, la vision de la rencontre consiste à impliquer davantage les journalistes pour une meilleure vulgarisation du projet. Nous avons voulu mettre l'accent sur le rôle que doivent jouer les médias dans la vulgarisation, dans l'information, dans la sensibilisation sur l'accord de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe, les objectifs de développement durable, l'accord sur le climat. Les accords post-2015 retenus à Paris misent sur l'avenir de l'homme en matière de réduction des risques de catastrophes, les objectifs de développement durable et le climat. Il est donc opportun de promouvoir la protection de l'écosystème. Dans la partie méridionale du Togo, nous avons un déficit pluviométrique. Mais dans d'autres parties du pays, nous avons une pluviométrie très élevée, d'où des menaces d'inondation. Ce n'est pas quelque chose de général. De la même manière que nous vivons cela ici de nos jours, nous verrons les cyclones se déferler sur les côtes de beaucoup d'autres pays. Je veux parler des pays de l'Asie, de l'Est,
les moussons qui sont dévastatrices au niveau de la Chine, etc. Ou bien ces cyclones dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Ce sont donc des catastrophes que les hommes ne peuvent pas éviter. L'émission des gaz à effet de serre varie d'une zone à une autre. C'est un phénomène qui produit le réchauffement de la planète. En ce sens, seule l'atténuation et l'adaptation de la situation permettront de vivre sous une température idéale. Au Togo, le grand rendez-vous qui rassemblera plusieurs participants du monde à Lomé est le sommet sur la sécurité maritime. Des participants et hôtes de marque qui, une fois dans notre pays, auront recours au service du garage central. Alors cette semaine, une première session de recyclage des chauffeurs de ce service a débuté à Kara. Sur place, la correspondance de Nestor Mozo. Structure de l'État, le garage central met à la disposition d'autres services publics, des véhicules et des conducteurs. Lors des grandes rencontres internationales que le Togo abrite, c'est également cette structure qui assure le déplacement des personnalités qui y prennent part. Ce sera encore le cas en octobre prochain avec le sommet sur la sécurité maritime. Le garage central a dû recruter de nouveaux chauffeurs pour pouvoir mieux accomplir cette tâche. Ceux qui sont retenus doivent aller à l'école des attitudes à adopter face à cette responsabilité. Cette session de recyclage concerne principalement les formateurs. Nous nous sommes fixés des objectifs au sein du ministère de l'économie et des finances, particulièrement au sein du comité technique de formation. C'est notre rôle que de former des agents de l'État de différents degrés. Ici, il est question de former les chauffeurs de l'administration sur le professionnalisme de leur métier, parce qu'ils auront affaire à des personnalités de haut rang de différents pays. Il s'agit d'une formation de formateurs. La formation porte sur la démarche qualité. C'est eux qui vont se charger de la formation des centaines d'autres chauffeurs que nous avons recrutés. Et la formation portera essentiellement sur la conduite proprement dite et aussi sur la moralité de la conduite et surtout sur l'éthique de la conduite. Et donc, nous comptons équiper les chauffeurs pour que tous les délégués qui viendront ainsi au sommet soient bien à l'aise. Le gouvernement déploie de gros efforts pour la réussite du sommet sur la sécurité maritime. Tous les maillons de l'organisation doivent être huilés afin de parvenir à ce résultat. Le garage central entend faire de ses chauffeurs la vitrine du pays pendant cette conférence internationale. Ici, nous allons d'abord dire qu'il y a, disons, 3 ou 4 types de relations. La relation entre le conducteur et lui-même. Et comment est-ce qu'il gère le temps? La gestion de ses émotions, le stress. Il y a la relation entre le conducteur et ses différents passagers et les invités. Le professionnalisme, la convivialité et le soin dans le travail. Il y a la relation technique qui est la relation entre le conducteur et son véhicule. Ce recyclage se fera en 2 vagues grâce au FNAF-PP, Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Celle-ci est la première. La deuxième vague sera prise en compte dans 2 semaines à Lomé. Le samedi 27 août prochain, les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Et les Gabonais vivant à l'extérieur pourront également accomplir leurs devoirs civiques, comme ce sera le cas de la communauté gabonaise vivant dans notre pays, qui est invitée par l'ambassadeur du Gabon au Togo à voter ce samedi 27 août dans le bureau de vote de la commission électorale consulaire du Togo situé au sein de l'ambassade du Gabon, bureau qui sera ouvert de 7h30 à 18h30. Et sur le terrain, au Gabon, la campagne électorale bat toujours son plein et elle se poursuit. Jean Ping, l'un des candidats en lice pour cette présidentielle, mise sur un important électorat. La jeunesse, regardez. Une foule en délire, moyenne d'âge 25 ans, plusieurs centaines de jeunes électeurs, jusque sur les toits de ce quartier populaire de Libreville, acquis à Jean Ping, principal rival d'Ali Bongo, le président sortant. Un meeting de l'opposition organisé par Christian Emané, lancé à l'assaut du vote jeune, un enjeu crucial pour ce samedi.
La jeunesse dans notre pays représente 65% de la population, à peu près la moitié du corps électoral. Et il est nécessaire que la jeunesse se rassemble derrière le candidat Jean Ping, parce que c'est le candidat de l'espérance. Une bataille pour le vote de la jeunesse entre l'opposition et le camp présidentiel, comme ici à Libreville, près de 40% du corps électoral. Chez les pro-Bongo, de jeunes militants choisis pour aller défendre les politiques d'emploi jeunes déjà initiées par le président. Nous avons vu le projet du chef de l'État sur la jeunesse, un jeune métier. Donc c'est avantageux, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, que maintenant c'est tout ça qui nous pousse à soutenir Ali Bongo. Des jeunes en opération porte-à-porte dans ce bidonville pour convaincre les plus âgés ou les plus pauvres de voter à nouveau pour Ali Bongo, ici avec quelques succès. Elle a sa carte d'électeur, elle a sa carte d'identité nationale, avec Ali. Plus loin, si loin de la campagne, de jeunes amateurs de football sans illusion sur l'élection, tel Staël, au chômage comme 40% des 15-35 ans. Sa seule crainte, le risque de violence d'après-scrutin. Je veux tout simplement que ça se passe très bien, dans un premier temps, et puis après attendre le dernier jour de vote qui est le 27 de ce mois, et puis participer pleinement. Jean Ping, Ali Bongo, deux candidats à la conquête du vote jeune, une des clés de leur duel de samedi prochain. On a donc compris, le président sortant Ali Bongo est également en campagne dans le pays. En République démocratique du Congo, on est loin de cette ambiance festive d'avant-élection. Une partie de l'opposition congolaise a décrété ce mardi journée ville morte dans le pays. Dans les rues de Kinshasa, autour du siège de l'UDPS, le parti de l'opposant Étienne Tshisekedi. Quelques pneus en feu et des barricades ici et là, pour protester contre un processus électoral qui n'en finit plus de décevoir. Le peuple veut les élections dans les délais constitutionnels. M. Koyo veut les dialogues sous l'esprit de M. Kabila. Nous ne voulons pas les dialogues de M. Kabila. Aujourd'hui, c'est l'opération Koyo dégage. Le 19 septembre, Kabila doit partir. Le 20 décembre, prenez-vous en charge. Autour des partisans, des policiers dépêchés en nombre et une tension palpable, en contraste total avec le calme qui règne ailleurs en ville. Boutiques fermées, portes cadenassées et shops désertés. Le résultat de l'appel à la grève lancé par le Rassemblement, la coalition d'opposition. Une journée ville morte pour dénoncer la convocation du comité préparatoire du dialogue national. Un dialogue auquel une partie de l'opposition ne croit plus. Et leur colère se dirige désormais vers Edem Kojo, le facilitateur de l'Union africaine qui a démarré les pourparlers. Nous, on était en train d'attendre que le 19 septembre arrive pour que M. Kabila parte. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est pour montrer aussi à M. Kojo qu'il est dictateur, qu'il est parmi les dictateurs. Faute de réponse à ces demandes, comme la libération des prisonniers politiques, la coalition du Rassemblement a donc boycotté la réunion. Celle-ci s'est tout de même tenue au Béatrice Hotel, en présence de la majorité présidentielle et d'une partie de l'opposition. Au pouvoir depuis 15 ans, le président Joseph Kabila arrive au terme de son mandat le 20 décembre. La Constitution lui a interdit de se représenter. L'opposition le soupçonne de chercher à s'accrocher à son poste, quitte à reporter la présidentielle. Retour en page nationale et direction maintenant la localité d'Agbandi à Blita, où depuis la semaine dernière, les populations disposent de l'eau potable. Ceci grâce à un forage réalisé avec l'aide de l'ONG Association islamique pour le développement et l'éducation de la jeunesse. Et l'ouvrage a été remis aux bénéficiaires en présence du ministre en charge de la planification et du développement, Kossi Asimaïdou. Le compte rendu de la cérémonie avec Augustin Kossi. Les femmes d'Agbandi dans la préfecture de Blita peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles connaissent désormais le chemin de l'eau potable. Fini donc la corvée que représente la recherche de cette denrée dite rare dans cette localité. L'adduction d'eau potable a été réalisée par l'ONG Association islamique pour le développement et l'éducation de la jeunesse, AIDEJ. Nous sommes vraiment joyeux de ce joyau que nous avons aujourd'hui. Ça nous a sauvé beaucoup. Nous sommes dans une vive joie. Oui, nous avons souffert beaucoup. Nous allons bien entretenir ce joyau-là. Nous remercions vivement le chef de l'État, Faure Gnassingbé, plus
les autres collaborateurs qui ont donné ce joyeux cadeau à Agbandi. L'ouvrage va desservir environ 4 des 14 villages du canton d'Agbandi, un milieu essentiellement agricole. Pour les premiers responsables de l'association AIDEJ, un bon usage des installations favorisera non seulement l'accès à l'eau potable, mais permettra aussi le développement des cultures maraîchères. Au-delà, cette infrastructure, selon le chef d'Agbandi, est un coup d'accélérateur au développement communautaire. L'Office togolais des recettes OTR poursuit sa tournée de sensibilisation des contribuables. Et hier, lundi, ce sont les membres du syndicat des couturières et tailleurs du Togo du quartier d'Adido Gomé qui ont été sensibilisés sur l'importance de payer les impôts et taxes ainsi que le fonctionnement de l'Office. Le compte rendu avec Luc Assi et Antoinette Romao. Au revoir. L'Office togolais des recettes, OTR, accentue sa sensibilisation sur l'importance et la nécessité pour les citoyens de payer leurs impôts et taxes. Cette fois-ci, ce sont les membres du syndicat des couturières et tailleurs du Togo d'Adido Gomé qui ont bénéficié de cette sensibilisation. Ils ont été entretenus sur le fonctionnement de l'OTR, la déclaration de comptes et la meilleure gestion de leurs activités quotidiennes. Tout Togolais ou bien tout contribuable doit payer l'impôt. C'est une obligation, c'est un devoir de tout citoyen. Nous sommes dans l'obligation de payer cet impôt. Alors, je dirais à mes frères, à mes sœurs, qui sont tous des contribuables togolais, surtout les artisans, surtout les couturiers, qu'ils doivent payer les impôts pour que le pays avance. Avant, nous, les artisans, on ne savait pas que c'est obligation que nous allons payer notre impôt. Il faut toujours payer, citoyen, il faut faire ton devoir civique. À travers cette campagne de sensibilisation, l'OTR entend accompagner les artisans du secteur informel en leur inculquant des notions sur le livre de dépenses et le système minimum de trésorerie. Il faut absolument que les tailleurs couturiers tiennent une petite comptabilité et essayent de souscrire ce que nous appelons le système minimum de trésorerie. Et c'est ça ce qui est difficile pour eux, ce dont nous avons parlé. Et nous leur avons dit que nous sommes là pour les assister. Parce qu'il ne faudrait pas que leur activité soit toujours dans l'informel, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait de la transparence dans leur activité. Et le système minimum de trésorerie leur permet de sortir de cet informel-là pour accéder un peu, pour se formaliser un peu et être crédible vis-à-vis des institutions financières. Le paiement des taxes et impôts est un devoir civique qui incombe à tous les citoyens et cela favorise la construction et le développement du pays. L'actualité à l'étranger, encore une fois, avec ce nouveau record battu par l'homme le plus riche du monde, Bill Gates. Il continue toujours de s'enrichir et sa fortune est désormais estimée à 90 milliards de dollars. Alors la question est simple, que fait-il avec tout cet argent? Regardez. Centrique, souvent prêt à se mouiller pour la bonne cause, Bill Gates, un visionnaire de l'informatique qui n'a jamais été aussi riche, à la tête d'une fortune de 90 milliards de dollars, soit 80 milliards d'euros. Une richesse colossale qui pèse autant que le PIB de la Lituanie, de la Côte d'Ivoire et du Cambodge réunis. C'est aussi 2 fois le budget français de la défense. Que fait l'homme le plus riche du monde avec son argent ? Bill Gates se consacre surtout à sa fondation humanitaire avec sa femme, campagne de vaccination en Afrique, recherche contre le sida, plus de 33 milliards d'euros déjà versés aux œuvres. Mais l'homme continue aussi d'investir en bourse, avec toujours plus de profits à la clé. Résultat, dans sa vie, Bill Gates a déjà payé 5,2 milliards d'euros aux impôts et il s'en félicite. Je me réjouis de pouvoir payer des impôts. Si n'en tenait qu'à moi, les riches paieraient davantage. Très discret, Bill Gates ne renonce tout de même pas au luxe, avec une demeure de 6000 mètres carrés sur la côte ouest des États-Unis. Mais ses enfants sont prévenus, l'homme d'affaires leur lèguera moins de 10 millions d'euros chacun.
Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Prudence Zinsou à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.